Bienvenue à tous à ce numéro de Santé Plurielle. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour l'attention que vous allez accorder à ce numéro qui reçoit sur ce plateau le docteur Antoine Mboyo. Encore une fois d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous allons le recevoir. Le docteur Antoine Mboyo est chirurgien pédiatre, président de l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques. Bonjour docteur. Et bonjour madame. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. Nous allons parler avec vous des malformations anorectales et d'autres anomalies qui sont concernées par une campagne qui est en cours à l'hôpital militaire du camp Tchatchi. Docteur, je l'ai dit, vous êtes le président de l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques. Dites-nous, pour ceux qui vous captent pour la première fois, c'est quoi cette association et quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers la mise en place de cette association? Voilà. L'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique regroupe des chirurgiens pédiatres français reconnus et en collaboration avec des collègues congolais, nous essayons d'apporter notre expertise, mais surtout notre philosophie est basée sur la formation des futurs formateurs congolais, parce que nous ne sommes pas là pour ce qu'on appelle une politique de caravane, venir opérer puis rentrer en Europe. Cela n'a aucun sens, parce que quand on repart, il n'y a rien, il n'y a pas de consolidation déjà de la formation, quant à la formation des chirurgiens locaux. Notre but principal, c'est d'abord et surtout la formation des futurs formateurs congolais, afin que les Congolais puissent se prendre en charge et développer la chirurgie pédiatrique ici en RDC, et ce au bénéfice de nos enfants, des petits-enfants, des nouveau-nés. Et donc, la chirurgie pédiatrique, docteur, vous nous direz que c'est vraiment une spécialité de la médecine? Bien sûr. Vous savez que le Congo a été colonisé par la Belgique, et en Belgique, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de spécialité formalisée en chirurgie pédiatrique. Il y a des hôpitaux qui font la chirurgie pédiatrique, mais on n'a pas encore le diplôme officiel de chirurgien pédiatre. Et ça a une répercussion sur le Congo. Ce qui fait que le Congo, en termes de formation de chirurgiens pédiatres, a un retard qui est vraiment probant par rapport aux pays, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des grandes écoles de chirurgie pédiatrique. Ils ont une formation, une organisation bien développée. Donc, c'est un peu pour essayer de résorber ce retard que nous venons, je dis bien, en collaboration étroite avec l'université de Kinshasa, pour pouvoir mener à bien ce projet qui sera profitable pour tout le Congo. Parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Il y a d'autres villes aussi qui doivent en profiter, Lubumbashi, d'autres provinces, d'autres villes. Et c'est ça, en fait, le noyau de notre projet. Alors, le fait que cette spécialité ne soit pas vraiment développée, notamment dans notre pays, quelles en sont les conséquences? Les conséquences sont que la prise en charge des enfants n'est pas, je dirais, optimale, par manque de ressources humaines, parce qu'on n'a pas suffisamment de chirurgiens pédiatres formés. Il faut savoir que au moins 50% de la population congolaise a moins de 20 ans. Donc la demande est très forte. Et puis il y a aussi un problème d'organisation matérielle, parce qu'il faut des structures adéquates, des instruments bien spécialisés. Donc le tout, il faut toute une organisation qui doit suivre. Ce que nous n'avons pas encore maintenant de façon solide. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais je pense que dans la vie, il faut toujours voir plus loin, il faut toujours avancer. Et donc, la chirurgie pédiatrique, c'est cette spécialité qui met ensemble et la chirurgie et la pédiatrie. Et la pédiatrie. Nous, sans pédiatres, nous ne pouvons rien faire. D'abord, c'est eux qui voient d'abord les enfants, je dirais même les gynécologues, parce que c'est d'abord eux qui voient les enfants en premier. À la salle d'accouchement, en pédiatrie, l'enfant qui vomit, c'est le signe d'alarme. C'est eux qui nous appellent pour aller voir
l'enfant qui vomit, qui a un gros ventre. Oui. Donc, il faut une collaboration très étroite avec les pédiatres. Ah oui. Alors, docteur Antoine, vous êtes venu, comme vous l'avez dit vous-même, vous venez souvent en RDC, qui est votre pays, vous vous associez à d'autres spécialistes pour venir mener des interventions en faveur des enfants, au bénéfice des enfants qui sont atteints, notamment de malformations comme celle dont nous allons parler aujourd'hui, les malformations anorectales. Dites-nous d'abord, comment est-ce qu'on peut comprendre ça, nous qui ne sommes pas spécialistes, lorsqu'on parle de malformations anorectales, qu'est-ce que nous devons comprendre par ça? Alors, vous devez savoir que les malformations anorectales, comment dirais-je, en termes médicaux, ce sont des embryopathies. C'est-à-dire que ce sont des malformations qui sont déjà installées avant 12e semaine de vie intra-utérine. Donc, l'enfant qui est encore au sein de sa maman, dans Tout le à ventre, il n'est pas encore né et il y a déjà des malformations. Tout à fait, qui est déjà installé. Okay. Donc, avant la 12e semaine de vie intra-utérine. Donc, tout commence par là. Et ce sont des malformations qui sont graves, parce qu'elles sont souvent associées à d'autres malformations cardiaques, digestives, rénales et vertébrales. Okay. Donc ça nécessite une prise en charge, mais vraiment spécialisée. Et ces malformations, j'allais dire, c'est dû à quoi? C'est l'enfant qui ne se forme pas bien, les organes qui ne se mettent pas correctement en place. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, pour vous dire en termes médicaux, quand on ne sait pas, on dit, comment dirais-je, d'origine primitive, soit entre guillemets, c'est-à-dire on ne connaît pas réellement la cause. Okay. Il y a des causes peut-être vasculaires et parfois aussi des causes génétiques, parce qu'on sait qu'il y a dans des familles qui ont souvent cette pathologie-là. Et on sait aussi que dans la race noire, cette pathologie est beaucoup plus fréquente que dans la race blanche. Okay. Donc il y a plusieurs facteurs, on ne connaît pas le primo movens de cette anomalie. Ok. Oui. Alors, est-ce que, bon, ce n'est peut-être pas vraiment l'objet de notre entretien, mais on connaîtra un jour d'où ça vient pour que peut-être on puisse prévenir ce genre de malformations? On en saura certainement un jour l'étiologie, oui. Puisque la science évolue. Hein. La science évolue. Les recherches sont là, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, ça... Mais peut-être qu'on connaîtra la cause et pourront peut-être remédier ou bien prévenir avant la grossesse. Bon, je ne pourrais pas vous dire, hein, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, on n'en connaît pas la cause réelle. Ok. En tout cas, vous êtes là pour intervenir lorsque des cas comme ça se présentent. Dites-nous comment ces enfants-là qui sont touchés, ils naissent normalement. Et quand est-ce qu'on peut savoir que l'enfant a ce problème, l'enfant est atteint d'une malformation? Est-ce que c'est visible à l'œil nu, bien de signes qui alertent, qui montrent qu'on est concerné, l'enfant est touché? Voilà, je dis bien les malformations anorectales. Donc il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe le plus complexe et des plus dangereux, si je puis dire, c'est les malformations hautes. C'est-à-dire que les enfants naissent avec une absence totale d'anus, qui peut être partielle ou totale. Donc l'enfant se présente à la naissance, mais il faut encore avoir le temps de bien examiner le périnée de l'enfant, ce qui ne se fait pas souvent. C'est le premier geste qu'il faut voir, hein, parce que souvent on voit un bébé qui crie, qui est beau et tout ça, mais il faut d'abord à l'examen le plus tôt possible, bien examiner, comme un peu pour comment dirais-je, ce qu'on appelait les ambiguïtés sexuelles. Oui. Il faut faire un examen, mais vraiment sérieux. Hein, donc bien, alors, quand on voit un enfant que l'anus est absent, ou bien l'anus n'est pas en position normale, il faut directement réagir. Ok. Quand l'anus est absent, ça veut dire qu'il y a une couche de peau qui recouvre la partie où... On appelle ça un anus aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien du tout. Donc l'enfant, comme il ne peut pas éliminer les premières selles, qu'on appelle le méconium, il a un ventre qui est ballonné.
Et si on ne fait pas attention, il va commencer à vomir et se dégrader. Parce qu'il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie, donc voilà. Voilà. Donc on doit trouver une solution rapide, faire le diagnostic, et puis quand on a fait des examens radiologiques et bilan, lui mettre un anus artificiel, c'est-à-dire faire une colostomie. C'est une opération. Une opération assez rapide pour que les selles puissent s'éliminer pour le soulager. Okay. Et puis dans un deuxième temps, on pourra l'opérer, lui faire la cure définitive. Et donc ça, c'est un type. Il y a d'autres types de. Alors d'autres types, c'est les formes basses, c'est-à-dire que l'enfant a l'ouverture anale et a une place anormale, souvent devant la place présupposée. Donc il a des selles, mais difficilement. Hein, et parfois, si on passe à côté du diagnostic, en grandissant, il sera tout le temps constipé. Parce qu'il ne sait pas évacuer. Tout à fait. Avec les constipations, les selles deviennent dures, il ne peut plus évacuer les selles. Et cela a des conséquences, ça comporte des conséquences sur la santé de l'enfant. Bien sûr, un enfant qui est constipé, il y a une incidence sur l'alimentation, sur le comportement, sur la croissance. Un enfant qui grossit pas bien, et ça a des conséquences certaines, bien sûr. Alors, ça que je voulais vous dire aussi, les malformations anorectales chez les enfants, il faut voir chez les filles et chez les garçons. Chez les garçons, les formes graves, les formes hautes, représentent à peu près 60% des cas. Les formes hautes où il y a absence de l'anus. Rien du tout. Voilà. C'est-à-dire que les formes hautes, ça peut avoir des fistules. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer comme ça. On peut avoir les selles, parfois, au lieu de s'éliminer par les voies, par l'anus, vont s'éliminer, par exemple, dans la vessie. Chez les garçons, vous avez dit Alors, chez les garçons, les formes hautes, donc les plus graves, sont prépondérantes. Ah, d'accord. On ne sait pas pourquoi. Alors que chez les filles, c'est surtout les formes basses. Ok. Hein? Donc, et puis, chez les filles, il y a moins de complications d'avoir le gros ventre. Parce que les formes sont basses, et puis il y a une élimination qui se fait quand même moins difficilement. Ok, voilà. Ah, d'accord. Donc on a plus de cas chez les garçons. Plus de cas graves, de forme haute, chez les garçons. Ok. Et donc les parents, ils peuvent observer que soit l'enfant n'a pas de selle, l'enfant pleure beaucoup, le ventre est bédonnant. Voilà. Donc c'est tous ces signes-là qui alertent. Lorsque, au niveau de l'hôpital, on n'a pas remarqué tout de suite à la naissance, mais on amène l'enfant à la maison, les parents, ils observent quand même certains signes. Tout à fait. Et c'est pour ça que le rôle de la sage-femme est très, très, très important. C'est-à-dire qu'elle doit connaître à la naissance, c'est elle qui reçoit le bébé dans les mains, si je puis parler. Et avant de sortir de la salle, normalement, il y a un examen qui se fait. Ouais. Normalement, déjà, il y a des signes qui doivent les alerter. Et puis, eux vont répercuter chez le pédiatre qui va, lui, transmettre des informations au chirurgien pédiatre et vont se mettre ensemble pour avoir une stratégie thérapeutique. Et le problème se pose encore à ce niveau-là, lorsque la femme qui accouche, elle le fait dans une structure où il n'y a pas de personnel vraiment qualifié, oui. Un personnel non qualifié qui ne sait pas voir tous ces signes-là et déjà commencer une certaine prise en charge, ça devient compliqué là. Compliqué, mais vous savez, je dis souvent, les meilleurs médecins pour le bébé, le nouveau-né, c'est la maman. Les mamans remarquent tout. Peut-être pas de façon médicale, elles ont quand même cet instinct, cette intuition de voir que l'enfant n'est pas bien. C'est elle qui va dire l'enfant est toujours gonflé, l'enfant pour aller à la selle doit pousser. Donc il y a des signes que la maman va vous transmettre et qui doit vous alerter, doit alerter le praticien. Okay. Voilà, il faut toujours tenir compte des avis de maman. Ah, et donc il faut vraiment écouter une maman qui amène son enfant à l'hôpital. Il faut avoir, malheureusement, le temps, c'est ça le problème. On n'a pas toujours le temps vraiment d'écouter les patients, mais c'est important. Oui, mais c'est une erreur, parce qu'une maman qui vient à l'hôpital, surtout au Congo, donc il y a le déplacement, le pouvoir économique, vous devez vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe.
Ça, si vous ne le faites pas, c'est que vous passez à côté de quelque chose de... En tout cas, il ne faut pas banaliser. Hein, parce que moi, je n'ai jamais vu une maman qui va venir pour une petite piqûre, pour un petit quelque chose, vous dira toujours, docteur, mon enfant, la nuit, ça ne va pas. Mon enfant crie, il rejette le biberon. Quand il va à la selle, il pousse, ça ne vient pas. Enfin, il y a des signes d'interpellation qu'il ne faut pas négliger. Ah, c'est important. Voilà, alors les enfants qui ne sont pas tout de suite pris en charge et ils grandissent avec certaines malformations comme ça, est-ce que ça devient fatal lorsqu'ils grandissent? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des chances de survie quand même pour les enfants? Voilà, docteur. Parce que je pense, quand je pose des questions comme ça, on a certainement des cas où les enfants ont des problèmes, mais on n'a pas pris tout de suite en charge. Voilà. Et puis, après, ça devient compliqué et tout ça. En fait, il y a deux situations. Hein. Oui. Il y a dans les formes hautes, c'est-à-dire l'enfant ne peut plus du tout éliminer les selles. Donc, le ventre gonfle. Oui. Il est dans ce qu'on appelle en obstruction néonatale. Et ça, c'est une urgence. Ça, c'est une urgence parce que si on ne fait pas, on ne prend pas les mesures nécessaires, l'enfant va mourir hein, d'infection, de déshydratation, et ça va aller très vite. Donc ça, c'est une urgence. Hein. Ça, c'est la raison pour laquelle les nouveau-nés meurent ici au Congo. C'est un retard de diagnostic, un déficit de prise en charge. Ça, c'est la première chose. Mais normalement, dans les formes basses, le diagnostic, le pronostic vital n'est pas engagé. C'est-à-dire l'enfant émet des selles par un orifice anormal. Mais c'est quand même, c'est assez gênant quand même. Mais il est bébé, donc lui, il ne se pose pas des questions. Oui. Par contre, en grandissant, parce que je vais vous donner par exemple un exemple, j'ai eu lors d'une consultation ici au Congo, une jeune dame de 32 ans qui avait cette malformation, mais la famille cachait. Et il y avait une fistule, c'est-à-dire que les selles sortaient par la cavité vaginale jusqu'à 35 ans. Et puisqu'au jour où elle a rencontré un homme qu'il aimait beaucoup, elle lui a expliqué, et c'est son fiancé qui l'a amené pour une consultation pour qu'on puisse l'opérer. C'est quelque chose qu'on aurait dû opérer dès la naissance. En tout cas, on a eu un témoignage comme ça ici aussi, dans une de nos émissions. Peut-être même que ça pourrait être la même dame qui a témoigné. Ah, d'accord. Alors, c'est notamment pour des cas pareils, docteur, que vous êtes ici à Kinshasa présentement. Oui, nous sommes là parce que, notre séjour n'est pas illimité. Donc, on a 1 semaine ou 15 jours de campagne. On ne peut pas tout faire, hein, parce que, comme vous connaissez l'adage, qui trop embrasse, mal étreint. Donc, il faut cibler nos objectifs. Donc, on a ciblé cette fois-ci 2 pathologies, c'est-à-dire les malformations anorectales et la maladie de Hirschsprung. On pourra en parler éventuellement, mais le temps peut-être nous fait défaut. Oui, c'est vrai, mais quand maladie de Hirschsprung, oui, on va se demander certainement ce que c'est. Oui. Alors, juste peut-être dire aux parents, quand vous avez des enfants qui ont tel signe, qui manifestent tel problème, amenez-le. Des enfants constipés. Maladie de Hirschsprung, c'est ça. Hein, des enfants qui ne vont pas à la selle dès la naissance. D'accord. Hein, donc, qui sont en bonne santé, la niche est en place, mais ils ne vont pas à la selle. Donc c'est ça pose des problèmes et les parents doivent l'amener. Parce qu'un enfant, normalement, l'enfant n'est pas difficile. Hein. Son bonheur, c'est boire. Manger. Boire et puis aller à la selle. L'enfant est heureux. C'est ça, oui. Les nouveaux-nés. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas difficiles. Ah, oui. Donc un enfant qui ne va pas à la selle, il va commencer à pleurer, il ne peut pas bien se comporter. Donc il faut l'amener. Pas en urgence, mais enfin, il ne faut pas trop traîner pour qu'il soit vu par le spécialiste. Par le spécialiste. Et le spécialiste, vous êtes là. Nous allons prendre cet élément, le message, en fait, du médecin directeur de l'hôpital militaire de Kantchachi, le docteur François Mbouyou, qui nous parle de cette campagne qui est en cours à l'hôpital militaire Kantchachi concernant les malformations
anorectale et la maladie de Hirschsprung que le docteur nous a expliqué tout à l'heure. Donc nous allons écouter le docteur François Mbouyou. À partir du 29 mai de l'année en cours, nous sommes en train d'organiser une campagne de chirurgie pédiatrique visant les enfants avec malformation congénitale anorectale et ceux qui ont la maladie de Hirschsprung, le mégacolon congénital. En fait, à partir d'aujourd'hui, les consultations pour la sélection des enfants ciblés ont commencé. Elles vont se poursuivre jusque samedi. Et à partir de lundi, la campagne proprement dite qui consiste à opérer ces enfants pourra commencer. C'est sous le haut patronage du commandant suprême chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Ce qui a motivé cette initiative, c'est que ce problème de malformation congénitale, c'est un problème réel vécu et c'est un calvaire pour les parents dont les enfants en sont porteurs. Le message à la population, c'est que l'hôpital du camp Tchatchi n'est pas réservé qu'aux militaires, c'est un hôpital que le président veut ouvert à tout le public. Cela étant, ces campagnes qui viennent de commencer, ce n'est que le début. Ceux des enfants qui ne seront pas opérés au cours de cet épisode le seront dans des épisodes à venir parce que l'association vient d'établir une collaboration avec nous et elle pourra passer de manière régulière après une échéance et ne pouvant pas dépasser 3 mois. Donc, ce sont des activités qui seront de temps en temps organisées au sein de cet hôpital. Voilà, donc la campagne a déjà commencé, les consultations sont déjà en cours. Comme l'a dit le docteur colonel François Mbouyou, médecin directeur de l'hôpital militaire du camp Tchatchi, où se déroule cette campagne de chirurgie pédiatrique en association avec, en partenariat avec l'association des chirurgies association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques dirige ou que préside le docteur Antoine Mbouyou, qui est notre invité aujourd'hui, en partenariat avec l'université de Kinshasa et sous le haut patronage du président de la République que se déroule cette campagne. Docteur, je l'ai dit, le docteur l'a dit, donc les consultations sont déjà en cours. Vous faites appel à tous les parents qui ont des enfants qui présentent ces différents cas des malformations. Donc, je voudrais profiter de l'opportunité qui m'échoit pour remercier alors vivement le colonel docteur Mbouyou qui nous a reçus dans ces installations, mais à bras ouverts, avec une spontanéité qui m'a vraiment touché. L'hôpital militaire était vraiment un excellent outil, mais moderne, et qui mérite un hôpital public en plus, puisqu'il reçoit le tout venant. Oui, nous sommes là pour le public. Oui. Hein, et je tiens vraiment à le remercier pour son accueil, sa disponibilité. Okay. Ensuite, j'ai aussi, si nous sommes ici, c'est aussi grâce à notre sponsor privilégié, c'est Dignité Internationale. Hein, c'est une organisation qui est en France, mais qui, malgré des moyens limités, n'hésite jamais à nous donner plus qu'un coup de main, puisqu'il nous permet de venir au Congo et de réaliser les objectifs que nous sommes assignés tous ensemble. Ok. Ah, voilà. Docteur, vous l'avez dit, l'hôpital militaire de camp Tchatchi, c'est vrai, c'est un hôpital militaire, mais qui reçoit tout le monde. L'hôpital reçoit les civils comme les militaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez des cas comme ça, cet hôpital qui a été inauguré par le président de la République tout récemment, qui a vraiment le matériel adéquat pour prendre
ces genres de situations, des cas ou d'autres cas encore en charge. Et nous, la RTNC, nous nous joignons à cette campagne à travers cette émission Santé plurielle pour venir en aide, pour sensibiliser les parents. Ne cachez pas, vous avez vos enfants qui font difficilement des selles. Hein? Moi, ça la toilette difficilement. Ou bien moi, na botami, nzela pour na la toilette ezate. Ou bien eza vraiment bien teto, eza na place na ngote. Bo mbaba na banda kote, bo kende na bango na hôpital, na kanchachi pour na bas examiner bango, ba consulter bango pe basala bango opération. La campagne va jusqu'au 10 juin, je pense. Voilà, jusqu'au 10 juin pour les interventions pédiatriques concernant les malformations anorectales. Et nous en avons parlé, en tout cas, suffisamment, je pense, avec le docteur Antoine Mboyo. Merci, docteur, d'abord pour cet engagement. Vous laissez votre famille, votre quotidien pour venir de temps en temps en RDC pour venir en aide à vos compatriotes. Merci aussi à l'hôpital Kanchachi, merci au président de la République pour ses gestes envers la population et nous espérons que le message est passé. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous pour un autre numéro de santé pluriel. Prenez soin de vous. Au revoir.